Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le premier numéro du Grand Oral de Casse d'Histoire, un nouveau format vidéo pour le site qui se propose de dresser un panorama d'un événement historique à travers une bande dessinée qui en a parlé et par la voix de son auteur ou de son autrice qui souvent a vécu l'événement en question. Nous allons parler aujourd'hui de la guerre du Liban, une guerre civile qui court de 1975 à 1990, qui a profondément meurtri. On parle de 150 000 morts, mais bon, les chiffres sont pas très précis. Il y a des fourchettes assez larges, mais donc une guerre qui a profondément meurtri et bouleversé le pays. Et pour en parler, un album de bande dessinée, La guerre des autres, dont le tome 2 est sorti en novembre 2019, le second tome d'un diptyque sur la guerre du Liban, écrit au scénario par Bernard Boulade. Et Bernard Boulade qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Bernard. Bonjour Thierry. Et qui a vécu les événements sur place. Vous avez vécu au Liban, à Beyrouth, à cette époque-là. Et vous avez voulu en quelque sorte témoigner de cette expérience dramatique. Qu'est-ce qui vous a donné l'impulsion de vous lancer dans cette aventure éditoriale? Et puis, pourquoi la bande dessinée? Il y a eu plusieurs éléments, je pense, qui se sont mis en place en même temps. Une série d'éléments un peu extérieurs comme ça. J'avais envie, depuis longtemps, j'avais écrit un scénario, en fait, de court-métrage autour d'une partie de l'histoire qui se trouve dans le tome 2. L'histoire d'amour, notamment entre Alex, donc le personnage principal, qui est un peu mon alter ego, et cette fille qu'il rencontre à la montagne. Et donc, j'avais raconté cette histoire dans un court-métrage. Je m'étais dit, cette histoire-là, j'ai envie de la raconter. Voilà. C'est un projet qui n'a jamais abouti. Et puis aussi, je crois qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est vrai que cette histoire, elle est romanesque. Et il fallait que je trouve le ton romanesque. Je ne voulais pas juste raconter mes souvenirs d'enfance, la famille, tout ça. J'avais envie de lui donner un souffle romanesque et il fallait avoir la distance. Voilà, la distance, la perspective. Et ça, un jour, j'ai l'impression que ça nous paraît d'une évidence. Voilà. C'est le moment. Voilà, c'est le moment. Tiens, là, oui, effectivement, ça, c'est à raconter. Cette histoire, cet épisode est à raconter. Celui-ci est à raconter aussi. Finalement, ça fait une histoire. Ça fait vraiment une histoire. Et je n'avais pas envie non plus que de raconter notre histoire de famille. J'avais envie de raconter là aussi la grande histoire qui a toujours été, en fait, dans notre histoire familiale. Toujours dans notre dos, en permanence, en train de nous pousser là ou là. Et c'est d'ailleurs, c'est l'avis de plein de gens, évidemment, à travers le monde, comment la grande histoire est toujours un peu partout. Et alors, pourquoi en bande dessinée? C'est vrai que j'ai finalement évolué dans le milieu du cinéma et du journalisme. Et donc, la BD n'est jamais devenue vraiment une profession pour moi. Vraiment. Et donc, pourquoi la BD? Parce que, d'abord, j'aime l'image, c'est vrai. J'aime bien voir j'aime bien montrer. Je trouvais que ça pouvait être assez drôle de montrer ces personnages-là sans être trop caricaturaux, mais d'être assez expressifs. Je pensais qu'ils avaient cette comment dire ça, ils avaient ce potentiel dramatique et aussi graphique, voilà. Et aussi, il y a aussi une autre question, la question linguistique. En cinéma, j'avais un peu ce problème de raconter cette histoire-là qui se passe dans un pays arabe, où tout le monde parle arabe, est censé parler arabe, et nous, dans notre famille, on ne parlait pas vraiment arabe, on parlait plutôt français. Et donc, pour un film par exemple, j'avais un peu de difficulté à me dire dans quelle langue je vais faire parler ces gens. À l'écrit, je n'avais pas ce problème-là. Je le mettais en français, ça aurait pu être en arabe, ou voilà, et je mettais des termes arabes au milieu, voilà, pour faire passer la chose. Alors ça, c'est peut-être par volonté de réalisme. Je crois que je suis assez attiré quand même par une certaine forme réaliste du récit, plutôt que d'être dans un imaginaire voilà, fantasque, enfin voilà, qui n'est pas vraiment... Mais il y a de l'invention, il y a quand même des choses inventées, malgré tout. Et alors, donc, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cette famille qui est vraiment la pierre angulaire du récit? C'est les Nagars. Qui sont-ils?
Alors, les Nagar, c'est une famille un peu d'originaux qui ont grandi dans le mauvais pays, probablement, qui n'ont jamais trouvé un bon pays, en fait, pour eux. Je crois, rétrospectivement, je me rends compte que, d'ailleurs, je dis eux, mais c'est en même temps, voilà, je vais revenir parfois au nous et eux. Mon père se disait souvent citoyen du monde. Et je pense quelque part, assez vite, ils ont compris qu'ils n'appartiendraient plus, enfin, ou pas du tout à aucun pays. Que ce soit l'Égypte où ils sont nés, en fait, les 5, voilà, sont nés là-bas, de mes grands-parents aussi. Ouais. Alors, c'est l'arrière-grand-père qui, lui, est parti de Damas dans les années 1870, après les massacres de chrétiens à Damas et dans la Syrie de l'époque. Donc par des radicaux fanatiques musulmans, voilà, qui ont aussi un peu entretenu, enfin cette espèce de haine un peu entretenue par les Ottomans, qui étaient c'était un peu la fin de l'Empire ottoman à cette époque-là. Donc il y a un énorme exil. Beaucoup s'en vont à Beyrouth, ou d'autres s'en vont en Égypte. Et il y a toute une communauté en fait qui va se recréer en Égypte, qui sont des catholiques en fait. Et c'est ce qu'on a appelé, voilà, c'était un peu les Syriens, parce qu'à l'époque, le Liban n'existait pas, voilà. Et donc, c'est un peu ce qu'on avait appelé les Syro-Égyptiens, voilà, qui étaient installés là. Donc, voilà, nous, on a grandi un peu, enfin, moi, j'ai quitté l'Égypte à l'âge de 4 ans. Mes parents ont quand même vécu là, dans un milieu un peu très particulier, encore très francophone, plus que francophone, polyglotte. Tous les amis de mes parents avaient des noms italiens, grecs, enfin, aucun n'avait un nom égyptien typique, quoi. Après 56, vraiment tout a basculé. Ouais, il était temps de... C'est-à-dire que les gens qui ont commencé à quitter fin 50, début 60, voilà. Et il y avait des entreprises qui étaient mises sous séquestre, voilà, il commençait à avoir vraiment une certaine forme de pression. Et donc, mon père est parti en 62 et ma mère l'a rejoint en 64 au Liban. Voilà, avec l'idée d'ouvrir une librairie au Liban. Voilà. Mais quand on fait le passage de l'un à l'autre, nous on subit une chute sociale assez profonde. De là qu'on était la petite bourgeoisie voilà, égyptienne, on se retrouvait dans un 2 pièces à Beyrouth. Voilà, ça a été vraiment un peu la dèche. Et ma mère l'a toujours très mal vécu, ça. Très très mal jusqu'à aujourd'hui. Hein. Encore, elle le vit très très mal, un peu cette histoire de dépossession en fait. Et très attachée aussi à l'Égypte. Et ouais, c'est pas fait au Liban. Ouais. Bah, vraiment. Bah, effectivement, ça, c'est quelque chose c'est intéressant d'avoir ces informations-là parce que c'est quelque chose qu'on peut ressentir dans le livre, mais là on comprend mieux pourquoi. Et alors donc on arrive avec le livre, alors donc la famille Nagar qui est un peu beaucoup la vôtre, ouais. Une librairie dans Beyrouth, donc on est en 74, pour le tome 1 on est en 74. Ouais. Exactement. Alors là vous en avez dit déjà pas mal, mais quelle est la part autobiographique de tout ce que vous relatez? Est-ce qu'il y a un peu de fiction? Est-ce que c'est vraiment très proche de ce que vous avez vécu? Je dis souvent, c'est 90% vrai avec des modifications évidemment dramatiques, parce qu'il fallait le faire sur le plan dramatique. Plus pour la narration que pour... Oui. Par exemple, la librairie, à ce moment-là, en 1974, en fait, on ne l'avait plus. D'accord. On l'avait plus. On l'avait perdu en 73. Mais dramatiquement... Pour moi, c'est un personnage, c'est un personnage de l'histoire, et elle me permettait d'avoir un lieu où les gens se rencontrent, et se parlent, voilà. Et donc, j'avais envie de... Je sais que cette librairie, elle a eu auprès de certaines, disons, des amoureux de la lecture à Beyrouth, elle a eu un certain impact. Elle a eu les gens la connaissaient, dès que je dis son nom, enfin même maintenant, enfin quand j'en parle de temps en temps, des gens qui sont passés par le Liban à cette époque ont des souvenirs enfin, vraiment de cette librairie. C'était le même nom que dans le livre? Oui, bien sûr, c'est le Papyrus. Le Papyrus qui est, voilà, donc elle a eu un petit côté célèbre, en fait, cette petite librairie où il y avait un vendeur de livres qui avait beaucoup de mal à vendre des livres. Mon père avait énormément de mal à vendre des livres. Mais il aimait bien plus passer du temps à parler avec les gens. Ouais. Voilà, à parler avec les gens et à prendre des cafés, voilà, avec de la musique de Dave Brubeck en arrière. Et de la bossa nova, c'était un peu son... Voilà, il y avait cette ambiance-là. Donc
on venait pas nécessairement pour acheter un livre, mais on venait pour passer du temps avec, voilà, avec le libraire. Voilà. Et alors, donc, dans le tome 1, on est en 74. Il y a cette ambiance de l'atmosphère que vous décrivez là, dans la librairie, avec du jazz, un peu la belle vie quand même, parce que l'ambiance, l'atmosphère est très, très agréable. Et il y a quelque chose qui se trame. Est-ce que vous, à cette époque-là, vous avez senti... Comment vous avez senti cette époque? Vous avez senti qu'il y avait quelque chose ou comme vous étiez adolescent, est-ce que c'était un peu loin de vos préoccupations? Comment vous avez vécu ça? On était dans une région qui était, et qui est encore, soumise à tellement de conflits et de crises qu'on ne pouvait pas ne pas en tenir compte. Enfin, moi, je ne vois pas comment on pouvait en tenir compte. Même si dans ma famille, on était un peu léger, toujours en train quelque part de s'occuper l'esprit en faisant des films amateurs, enfin en s'amusant à la plage et tout, parce qu'il fallait bien vivre aussi, donc on avait envie de vivre librement. Il y avait quand même tout ça en arrière qui était assez pesant. Des attentats, des détournements d'avions, au début des années 70, il y avait beaucoup de détournements d'avions faits par l'OLP notamment. Donc on a vécu, je me souviens une des journaux, voilà, Zarqa, quand les avions ont été bombardés, enfin l'aéroport de Beyrouth a été bombardé une fois par les Israéliens, donc la présence israélienne et quand même la menace israélienne était permanente, hein. Ça c'est... souvent les gens ne comprennent pas trop pourquoi on en veut aux Israéliens. Je dis, quand vous vivez à côté, vous pouvez le savoir que c'est l'agresseur permanent. Voilà. Donc on avait tout le temps des avions voilà, israéliens qui passaient sur nos têtes. C'est pas des avions libanais parce qu'au Liban il y avait 6 avions, je crois. 6 avions qui n'ont jamais décollé. Ils n'ont jamais décollé. Donc donc il y avait cette pression-là. Il y avait évidemment la question palestinienne qui était très, très lourde. Les tensions interconfessionnelles, les chrétiens, les musulmans, enfin encore les chiites, les sunnites et tout ça. Donc ça, on le sentait. Ça, on le sentait. On pouvait le sentir même à l'école, entre ceux qui étaient musulmans, ceux qui étaient chrétiens. Mais dans mon école, moi, j'ai jamais... on savait qui était musulman, qui était chrétien. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause des fêtes. Les fêtes religieuses où certains ne venaient pas et d'autres venaient. Dans mon école, on faisait les 2 fêtes, je crois. Ouais. Au Liban, en général, d'ailleurs, la plupart des fêtes sont... autant musulmanes que chrétiennes sont célébrées. Dans le tome 1, on sent la tension qui monte et qui va, à la fin du tome 1, ça s'embrase, ça commence à s'embraser. Et le tome 2 commence le 26 mai 1975 avec un accrochage entre soldats israéliens et soldats libanais. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi ce fait de guerre pour démarrer le tome 2, parce que généralement on dit que voilà, le début de la guerre c'est le 13 avril, avec les deux, l'attentat sur Pierre Gemayel et l'attentat sur l'autobus palestinien. Pourquoi est-ce que vous avez choisi un petit peu plus tard cet élément, l'introduction du deuxième, en fait, ça je raconte comme le 13 avril, il existe dans le tome 1. C'est la fin du tome 1. Voilà, c'est la fin du tome 1. Je me rappelle avec mon éditeur, on en avait parlé, parce que moi au départ, pour tout dire, innocent comme j'étais, je voulais faire 3 tomes. Ouais. Au début, je voulais faire le premier tome avant-guerre, le deuxième, c'était la première partie de la guerre, et le troisième tome, c'était plutôt septembre, c'est-à-dire en fait le deuxième tome. Ouais. Mais la moitié du deuxième tome, c'est-à-dire donc, il y avait beaucoup plus d'éléments. Mais moi, je n'avais jamais écrit de BD, je ne savais même pas si j'allais trouver un éditeur. Je l'ai écrit pendant 1 an et demi, le premier comme ça, à temps perdu. Et après, je me dis, bon, allez, il faut essayer d'en faire quelque chose. Et donc, beaucoup d'éditeurs et d'autres m'ont dit, 3 numéros, ouais, laisse tomber, 3 tomes, ça ne se vend pas, c'est très compliqué. Donc, déjà 2. Donc, j'ai dû ramasser tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé la guerre dans le tome 1, le début de la guerre. Et ça se termine un peu en point de suspension. Avec le livre que mon père écrit et qui, finalement, finit mal. Le livre touristique qui sort en plein mois d'avril, au moment du déclenchement de la guerre. Et je reprends effectivement à peu près au même moment. Et cet événement-là, parce qu'il me permet de raconter comment nous, on l'a vécu dans notre famille, cet incident qui a lieu à la frontière libano-israélienne, où mon frère, qui faisait son service militaire, il aurait pu être sur les lieux, quoi.
Alors, il y a un peu cette journée de panique. Il était voilà. dans le secteur. Voilà. Enfin, en fait, il n'était pas si près du secteur, mais il était dans le sud. Ouais. Voilà, appelé dans le sud. Et il y a 9 soldats qui se font tuer, dont des appelés. Donc, nous, on entend ça à la radio. Voilà. Et c'est vrai que cette histoire, pendant toute la moitié de la journée, on fait en sorte que ma mère n'en entende absolument pas parler. Heureusement, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait que la radio, enfin, qui pouvait nous... Voilà, Parce que vous avez peur que, évidemment, elle se fasse trop de soucis ah oui, et ah que oui. ça la mine complètement. Ah non, on s'est dit, il ne faut surtout pas lui dire, quoi. Il ne faut surtout pas lui dire, elle va commencer à... Elle va se dire, voilà, elle va faire une crise, quoi. Ça va être l'horreur. Parce que, bien sûr, à cette époque-là, l'information ne va pas à la même vitesse qu'aujourd'hui. Non, du tout. Et donc, il fallait écouter la radio, avoir téléphoné aux gens, mais est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils Exactement. ne sont pas là Donc oui, ça devait être assez angoissant. Voilà, donc il y a eu cette savoir. journée. C'est pour ça que je me dis, bon, allez, dramatiquement, je commence par cet événement-là, qui après me permet de reprendre la chronologie, en fait. Voilà. Et alors, un petit peu plus loin, on voit l'oncle de Shadia. Enfin, on apprend que l'oncle de Shadia a des cartes d'identité de toutes les confessions et que, comme ça, elle peut passer les barrages. Quand elle voit que c'est un barrage chrétien, hop, elle sort sa carte. Hein. Alors, il y avait des cartes d'identité suivant les confessions. Oui. Chiite, Voilà, ouais. maronite, Oui, parce que d'ailleurs, c'est un élément que j'ai mis, d'ailleurs, j'ai même reproduit ma propre carte d'identité voilà, que j'avais, je crois que c'est celle de 1973, je crois. Je l'ai reproduite dans le premier album. Effectivement, à l'époque, la religion était indiquée dans la carte d'identité. Donc, c'était effectivement le risque de se faire tuer, quoi, facilement. Ouais. Kidnapper, enlever, assassiner tout de suite. Hein. Alors, il y a eu plusieurs épisodes comme ça où sur des barrages volants, on prenait un certain nombre de civils qu'on arrêtait et puis dès qu'ils n'avaient pas la bonne carte, paf, ils se faisaient descendre. Et donc, c'est arrivé, je raconte d'ailleurs un épisode un peu comme ça. Donc, effectivement, les gens... alors, je ne sais pas si déjà, à cette époque-là, les gens avaient déjà prévu ce genre de système-là, mais assez vite, oui, il y avait des gens avaient différentes cartes d'identité pour pouvoir passer. Les chauffeurs de taxi, notamment, parce qu'ils avaient besoin de passer de l'Est à l'Ouest. Ah ouais. Voilà. Donc, pour pouvoir plus aisément ne pas se faire arrêter voilà, au barrage. Alors ça fait partie des petits détails, ou des gros détails, en tout cas des éléments qui sont dans l'album et enfin, il faut avoir vécu les événements pour avoir l'idée de mettre ça. Je pense aussi par exemple à un moment, je ne sais plus quel personnage descend dans la rue et les poubelles n'ont pas été ramassées depuis très longtemps, donc depuis quelques jours, et donc il y a une odeur de poubelle qui descend dans la rue. Ça, c'est pareil, pour avoir l'idée de mettre ça, il faut l'avoir vécu. Ça, évidemment, oui, les poubelles, c'est sûr. C'était très vite, on comprenait que ça allait pas bien quand les poubelles n'étaient pas ramassées. Et ça, c'est arrivé évidemment. Et souvent, je ne sais plus chaque combien de temps, on mettait le feu aux poubelles. Voilà, pour éliminer les odeurs et tout ça, et c'était reparti. Donc, effectivement, non, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses très primaires, à un moment donné, qui deviennent importantes voilà, dans la vie, qui manquent. Le but à gaz, par exemple, les bouteilles de gaz, ça, c'était très recherché. J'avais tout un épisode autour du but à gaz, mais j'ai dû l'enlever. Il fallait faire en sorte d'avoir quand même de l'eau, de l'électricité. Ouais, voilà. Un peu plus loin aussi, on voit à un moment qu'il y a des personnages qui montent sur le toit de l'immeuble parce que l'eau chaude pour remettre l'eau chaude en marche. Mais alors comme il y a des snipers, c'est pas de tout repos de monter pour avoir de l'eau chaude. Et les coupures d'électricité aussi. Après, il commence à y avoir une vie quotidienne qui est un peu problématique. Oui. Alors nous, j'avoue que nous, le quartier où on était, encore, on a été très à l'abri. On n'a pas eu de lourds bombardements, en tout cas pas à cette époque, avant qu'on parte. Il y a d'autres quartiers qui ont tout de suite vite subi, d'ailleurs j'en parle à un moment donné, d'autres quartiers qui commencent à recevoir 500 obus dans la nuit, quoi. Et nous, on n'a pas, heureusement qu'on a la chance, on n'était pas sur une ligne de front, on n'était pas un quartier visé, c'était un quartier assez mélangé, encore. Du côté ouest, quand même, du côté musulman et plutôt palestinien. Mais plus tard, ça devenait un peu plus compliqué pour les chrétiens d'habiter dans cette zone-là. Justement, s'il y avait un contrôle d'identité, voilà,
d'une milice ou d'une autre. Ma mère, elle avait tellement peur que je sois embarqué à un moment donné dans une milice forcée, quoi. Ouais, contre votre gré. Forcée, voilà, contre mon gré. Et en plus, ça dépend de quel côté. Enfin, moi, je n'étais pas du tout, d'ailleurs, je le montre beaucoup, il y a beaucoup de conflits idéologiques, vous avez vu, voilà. Voilà, je n'étais pas très partisan nécessairement des chrétiens à l'époque. J'étais plutôt au contraire très marqué par le marxisme, déjà par des idées, par la cause palestinienne, tout ça. J'étais plus sensible à cette réalité-là, disons, et comme j'étais aussi, comme je pouvais comprendre aussi le drame, la peur qu'avaient les chrétiens aussi. J'aurais pu avoir cette même peur, puisque je vous racontais que mes ancêtres qui étaient à Damas s'étaient fait massacrer déjà en 1870. Donc en fait, il y a des gens qui gardent cette peur-là à travers les siècles et qui continuent à vouloir faire cette guerre finalement. Bon, moi, je n'étais pas, enfin, à mon jeune âge vraiment, mais à d'autres, comme mes parents par exemple, je n'ai jamais été des chrétiens. On n'était pas très pratiquants dans notre famille, on était un peu à l'extérieur déjà de ça, de la communauté. Normalement, on aurait dû être plus solidaire avec le reste. Solidaire, voilà, oui. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont, par exemple, le Parti communiste était plutôt créé par des chrétiens, ce qui était très très mal vu par les autres chrétiens, ils les détestaient. Voilà. Donc il y avait cette appartenance communautaire et cette appartenance politique, idéologique qui parfois ne se mariaient pas très bien. Voilà, ça ne marchait pas très bien. Et d'ailleurs, il y a une scène où on voit Serge, donc le grand frère, qui discute avec deux autres conscrits, et donc un chrétien et un chiite, je crois. Je crois, oui, je crois que c'est ça. Et ça commence à s'envenimer parce que c'est la faute d'un, nanana, et en fait lui il se trouve au milieu et finalement il faut qu'il prenne parti, quoi, parce qu'il y a ces deux copains là qui disent après la guerre là on va plus être copains là, c'est pas possible, et donc lui il faut qu'il prenne position, quoi. Donc il est dans une situation alors qu'il avait rien demandé, il est mis dans une situation un peu délicate. Oui, un peu coincé. Oui, c'est vrai que cette scène là que j'ai imaginée évidemment. Mon frère était il se souvient vraiment qu'à l'armée, il y avait cette forme de mélange des religions, enfin voilà, ce mix confessionnel qui malgré tout tenait. Plus tard, l'armée va se disloquer. Très vite, d'un côté, il y a les chiites vont rejoindre la communauté chiite, les sunnites aussi, les chrétiens, l'armée va complètement se disloquer petit à petit en fait, ça a été progressif. Malgré tout, la pression était trop forte pour que l'armée tienne. Il restait un embryon d'armée en fait, à la fin, je veux dire, pendant la guerre. Donc mon frère un peu symbolise par cette scène-là, en fait il symbolise un peu le drame de notre famille, un peu, où on essaye de comprendre tout le monde, mais finalement on se retrouve coincé en fait à dire c'est bien beau, vous avez des grands principes humanistes, mais là nous on joue notre survie en fait. Chacun joue sa survie. D'ailleurs c'est dans une guerre civile, c'est vraiment ça, c'est-à-dire chacun défend sa communauté. Il n'attaque pas, jamais. Moi, je ne fais pas la guerre, on me la fait en permanence. Donc on est tout le temps dans une forme de défense, ce qui n'est pas faux. En même temps ce qui n'est pas faux, mais en même temps ce qui est vrai. Alors, et là ça devient impossible à dénouer. C'est pour ça que dans une guerre, je crois quand même, celui qui commence quand même a une grande responsabilité. Mais là au Liban, ça a commencé tellement il y a longtemps que c'est difficile à dire. Les prémices étaient là depuis tellement longtemps, quoi. Les milices s'entraînaient déjà dès le début des années 70. Ouais. Voilà. Et alors, dans cette scène avec les trois troufions là, qui sont en train de discuter politique, apparaît l'élément clé en fait du conflit, c'est la présence des Palestiniens. Il faut se positionner par rapport à ça. Est-ce qu'on accepte la présence des Palestiniens au Liban? Est-ce qu'on n'accepte pas? C'est vraiment le pivot du conflit. La présence palestinienne au Liban a quand même est un élément central en fait de la non-constitution peut-être d'une identité nationale. Mais ce n'est pas que ça, en fait, c'est un des éléments. C'est vrai que le confessionnalisme, le communautarisme est très fort, je dirais presque le féodalisme, on est vraiment encore dans cette forme de structure sociale. Les Palestiniens, évidemment, par le fait qu'ils étaient armés, c'était des miliciens qui se battaient à la frontière contre Israël.
On ne pouvait pas, en tant qu'arabe, on va dire, en tant que citoyen arabe du monde, agressé par cette entité dite sioniste qui finalement a pris la place d'un autre peuple, on ne pouvait pas ne pas être solidaire. Jusqu'à aujourd'hui, enfin, tous les Arabes à peu près, dans la population, restent solidaires de la cause palestinienne. Parce que c'est une cause un peu révolutionnaire, donc elle reste quand même dans cet esprit-là. Mais évidemment, les Palestiniens ne sont pas non plus des anges. Et ils ont fait aussi des bêtises, notamment en Jordanie, en 70, il me semble, si je ne me trompe pas, ce qu'on appelait Septembre Noir, en 70 contre le roi de Jordanie. Il y a eu une guerre, parce qu'ils ont essayé de prendre pratiquement c'était un État dans l'État, et ils ont vraiment essayé de prendre le pouvoir quoi, en Jordanie. Bon, la Jordanie et l'armée jordanienne les a pris de front, et bon, il y a eu des massacres terribles en fait en Jordanie en 70. Et d'ailleurs, beaucoup se sont retrouvés au Liban. Et donc, rebelote au Liban aussi, on était en train de retomber dans le même cycle, avec cette présence palestinienne armée. Il y a eu des accords ensuite, des accords entre l'OLP et l'État libanais, de façon à ce qu'on les laisse circuler ou pas en armes dans le pays et tout. L'armée n'avait pas le droit d'aller dans les camps palestiniens, par exemple. Il y a eu une entente. Normalement, ils ne devaient pas sortir, je pense, des camps en armes, mais ils le faisaient. Donc, mais en même temps, c'est vrai qu'ils étaient une force paramilitaire à l'intérieur du pays et qui se retrouvaient souvent en conflit avec l'armée libanaise. Et en 73, il y a eu un premier... Ça a préparé vraiment la guerre. Il y a eu des premiers bombardements de l'armée libanaise dans les camps palestiniens. Et une première volonté un peu de les mater. Mais la gauche libanaise et certaines factions plus sensibles au message, notamment les chiites, parce que les chiites sont une communauté, disons, plus pauvre, paysanne, et donc elles se retrouvaient un peu dans ce combat-là. Et ils vivaient ils cohabitaient ensemble dans le sud, les chiites. Et donc, disons que toute cette mouvance des années 70, enfin qu'on connaît, cette gauche en fait, plutôt pro-Moscou et tout, a fait en sorte que finalement le combat, entre guillemets, le combat final entre l'armée et les Palestiniens ne se fasse pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a dit bon, non, on ne va pas jusque là. Statu quo, ils gardent leurs armes, et là, ils font des accords où justement, je pense à ce moment-là qu'il y a eu des accords, on leur dit vous sortez plus avec vos armes, mais vous les gardez, mais l'armée n'a pas le droit d'entrer chez vous. Et enfin, c'est très compliqué parce que on est sur une frontière, effectivement, au sud, habitée donc par des chiites qui se retrouvent coincés eux-mêmes entre les Israéliens et les milices palestiniennes. Donc les Israéliens, quand ils répliquaient, ils bombardaient des villages. Voilà, ils étaient pris au milieu. Et voilà. Alors évidemment, il y a eu donc il y avait une forme de solidarité, mais en même temps aussi une forme de résistance. Mais dans le sud, il y a aussi des chrétiens dans certaines villes aussi. Et là, ça a créé, pendant la guerre, évidemment, ça a été très problématique. Donc solidaire, oui, mais est-ce qu'on prend tous les coups aussi parce qu'on est aussi... On a aussi une vie en dehors de la cause palestinienne, voilà. Il y a ce grand dilemme, et ce n'est pas l'État libanais qui allait le régler, hein, parce qu'effectivement, l'armée libanaise aurait pu se déployer sur la frontière, aurait pu dire non, vous ne les attaquez pas, faire écran. Mais elle ne l'a jamais fait. D'abord, elle n'a pas eu le courage, ensuite, elle n'avait plus les moyens. Et aussi, elle était minée par toutes ces tensions interétatiques, enfin, dans le système libanais, elle était elle-même coincée, l'armée. Voilà. Et elle était tiraillée, en fait. Et en même temps, pour les Palestiniens, à l'époque, c'était la seule frontière qu'ils pouvaient utiliser, en fait, pour harceler Israël. En Jordanie, c'était plus possible. Du côté de l'Égypte, non plus. Voilà. En fait, les Palestiniens, par exemple, en Syrie, étaient matés par le régime syrien. Alors, complètement. Alors, l'armée syrienne encadrait une armée palestinienne. Il y avait une armée palestinienne qui était encadrée par l'armée syrienne. Donc, ils ne pouvaient pas moufter, ils ne pouvaient rien faire. Hein. Mais au Liban, c'est le seul lieu, dans le fond, où... C'était un
peu plus les Oui. mains libres pour... Oui, et puis c'est un pays aussi qui avait, contrairement à tous les autres pays arabes, où il y avait une liberté de pensée, Ouais. liberté de presse, une liberté de la presse, un système politique avec un système électoral, voilà, une démocratie parlementaire qui marchait pas très bien, mais elle existait quand même. Ouais. Voilà, donc il y avait une liberté de parole, il y avait une liberté d'association. C'est pour ça, en fait, le Liban, tout petit qu'il était le lieu de toutes les contradictions en fait, du Proche-Orient. Voilà. Ouais. Et elle s'exprimait là, Mmh. pour son malheur. Mmh. Voilà. Et alors donc, vous parliez de l'armée libanaise, assez rapidement après donc, cet incident là, de mai 75, il y a un gouvernement militaire qui se met en place, Ah oui. mais pas très longtemps. Non, 5 jours, même pas, je crois. Ouais. Ouais. Et donc après, c'est Rachid Karameh qui redevient Premier ministre. Alors, Rachid Karameh, c'est C'est le la vieille retour. tradition. Voilà, le retour. Ouais. Il était là déjà dans les années 50. Donc là, le père de Édouard, le père de famille, Les familles. de la famille Nagar, dit oh là là, là c'est mal parti. Là c'est mal parti. Comment vous voyez les choses c'est vous qui parlez à travers le père? Ouais, souvent, je parle un peu à travers tout le monde, un peu. Un peu à travers tout le monde, d'une certaine façon. Oui, je pense qu'à un moment donné, on a compris que ça ne s'arrêterait pas là. Ça s'arrêterait Parce pas qu'à là. ce moment-là, c'était pas encore. Enfin, ça commençait à s'embraser, mais c'était pas encore. Ça a été pire après. Beaucoup, ah oui. Donc au niveau des combats, et des choses là, donc il y avait peut-être encore moyen de faire quelque chose, mais Peut-être. là, c'était pas le. C'est-à-dire qu'on sentait que, en tout cas, il n'y avait pas assez de, comment dire ça, de possibilités de victoire morale pour d'un côté ou de l'autre pour que ça s'arrête. Pour s'en sortir avec les honneurs. Oui, chacun pensait quand même pouvoir gagner, mater l'autre. Pour les chrétiens, l'idée d'abord c'était de mater les Palestiniens, de les désarmer, et c'est pour ça qu'ils se sont alliés aux Israéliens, d'ailleurs, à ce moment-là. Et de l'autre côté, après il y a eu des retournements d'alliance, incroyables, parce qu'au début, quand les Syriens après sont intervenus dans la guerre, du côté chrétien, et après ils se sont retournés contre eux. De façon, d'ailleurs, toute la stratégie syrienne a été, pendant toute la période d'occupation, enfin pendant la guerre aussi, de diviser tout le monde, d'affaiblir tout le monde, pour pouvoir bien... voilà. Dès qu'un prenait trop l'avantage, hop. Et donc les Israéliens, comme les Syriens, menaient leur guerre par procuration sur les Libanais. Donc à un moment donné, on s'est dit, ça ne peut pas s'arrêter là, c'est pas possible, il y a déjà trop de morts, trop de blessés. Et les gens, et ça c'est une chose, je pense que tous les gens qui ont vécu des guerres le savent, dès que c'est vécu dans la chair de quelqu'un ou dans la famille ou de quelqu'un, d'un frère, d'une sœur, d'un cousin, eh bien il y a un sentiment de vengeance, de vouloir, de représailles et tout ça qui est malheureusement qui est naturel, et dans une guerre civile, c'est comme ça que ça ne s'arrête pas. Parce que il suffit c'est pour ça que je veux dire qu'il commence quand même à une responsabilité. Et donc, il y a et en fait, et comme le sens familial est très très prononcé au Liban, le sens de la famille, le sens de la communauté est très très prononcé. C'est par elle, c'est par la famille et par la communauté qu'on avance dans la société. C'est pas par l'État ne nous aide pas. L'État est absolument absent. Il n'offre aucune protection. Donc c'est la famille, la communauté et la milice, parce que maintenant on est dans une guerre, donc c'est la milice aussi, qui nous protège. Et donc dès qu'elle est atteinte, automatiquement il faut qu'on se venge. Et là on savait qu'on était parti dans un cycle impossible à arrêter. Et malgré ce que disaient d'autres, on va régler ça, c'est bon. Ça dans le premier tour notamment, je crois que j'ai un milicien à un moment donné qui le dit. Bon, allez, en 3 mois, Israël intervient, on a tout réglé, c'est bon, on les a. Rien ne s'est passé comme prévu. Oui, là c'est sûr que... Et alors donc à ce moment-là, on voit dans l'album, il y a des gens qui commencent à partir déjà. Dès cette époque-là, où c'est pas encore le summum des violences, il y a des gens qui commencent à partir et beaucoup partent en France. La France est une destination... alors, est-ce que c'est parce que c'était votre milieu qui était francophile qui allait en France, ou est-ce que c'est général au niveau du Liban? La France était une direction assez... Alors, ça dépendait de qui, ça dépendait de quelle communauté. Je pense que plus les communautés chrétiennes, francophones,
francophile, qui allait dans les écoles, parce que les écoles privées étaient très importantes au Liban. Les écoles publiques, le système d'écoles publiques est tellement déplorable que même voilà, tout le monde, pas tout le monde, mais enfin ceux qui pouvaient se le permettre, c'était quand même pas donné d'aller à l'école privée. Mais c'était vraiment mais beaucoup de gens, beaucoup de familles envoyaient quand même leurs enfants à l'école privée parce qu'ils savaient qu'ils auraient eu une meilleure éducation. Donc, j'ai oublié. Là, en France, donc c'est plutôt les chrétiens, effectivement, chrétiens Oui, francophones alors en France. oui, qu'elle est plutôt en France parce qu'il y avait des attaches. Mon oncle, par exemple, habitait en France depuis les années 50. Donc j'avais des cousins ici, il y avait des amis de la famille qui étaient déjà là. Les amis, voilà, il y a des amis libanais, mais aussi des amis français qui étaient sur place qui retournent en France à ce moment-là. Et nous, par exemple, on avait des liens, des relations avec la France. Donc effectivement, naturellement, on s'est dit on va aller en France. On ne pensait pas aller ailleurs. D'autres, on peut aller en Syrie, d'autres ça dépendait des relations en fait qu'on a à l'extérieur, souvent du pays. Ou d'autres allaient au Canada. Je ne sais pas si déjà on allait faisait le grand voyage, pas à ce point-là. Mais effectivement, la France était Après, on voyait si on restait en France ou on allait en Suisse. Il y a eu quand même beaucoup de gens qui sont allés en Suisse aussi, ou dans d'autres pays d'Europe. Mais c'est vrai que la France, par son histoire, la France a été quand même... Il y a eu un mandat français jusqu'à l'indépendance. Il y avait donc ce réseau des écoles chrétiennes, jésuites et tout ça qui a laissé son empreinte quand même pendant 200 ans. Ouais. Et donc c'est vrai que la France était un lieu de refuge. Et la France, à ce moment-là, pendant la guerre, acceptait assez facilement les Libanais. Ouais, à ce moment-là. Mais ça dépendait en fait beaucoup de... On disait souvent ça dépendait un peu de la couverture média. Si dans les journaux on parlait du Liban, on était réfugiés. Si on n'en parlait plus, c'est qu'il n'y avait pas assez de morts pour être considérés comme des réfugiés. C'était un peu comme ça. Il fallait choisir son moment. Voilà. Nous, je pense je pense pas qu'on avait le statut à l'époque, je ne sais pas, en 1976. Bon, voilà, si le statut de réfugié ça existait, enfin dans les mêmes conditions, mais on a pu arriver, on a eu un visa. Comme je raconte, voilà, des épisodes, voilà. Album, ouais. Voilà. Et alors, vous parliez d'école, d'enseignement, donc on est en début de l'été 75, et la vie continue parce qu'on voit bien qu'il y a des hauts et des bas, qu'il y a des cessez-le-feu, que ça repart, que ça s'arrête, que ça va. Donc la vie continue quand même, on est au début de l'été, et Yasmine, donc la fille de la famille, passe son bac. Donc il y avait encore les examens et toute la vie quotidienne. La vie quotidienne qui continuait, ouais. Oui, malgré tout, ma soeur m'avait raconté que quand elle est allée passer son bac, c'était une journée assez normale, naturelle, enfin assez... Pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude cette journée-là. Je ne sais pas, mais elle n'a pas de souvenir traumatisant du jour où elle a passé son bac. Donc il y avait des journées comme ça. C'était vraiment... plus tard, ça a été beaucoup plus compliqué. La vie tous les jours a été beaucoup plus compliquée. Là, on est en juillet, enfin l'été 75. Oui, là, on est à l'été. Alors, il y a cette pause, il y a une pause estivale. Et c'est là que tout le monde se dit, c'est terminé, à peu près. On se dit, bon, ça va, 1 an, ça suffit. Enfin, pas 1 an, plutôt, c'était 4-5 mois, voilà, on va pas... 74, ouais, on s'est dit... 75. Ouais. Donc, ça a commencé en avril 75. Nous, à l'été, donc 75, on enlève même les barricades, il y a des... voilà, on commence à... la vie reprend normalement, les gens passent de l'est à l'ouest, ça allait. Tout est à peu près normal, sachant que tout le monde était en train de fourbir ses armes pour la rentrée. Tout le monde était en train de faire des achats. Faisaient leurs achats. Oui, ouais, parce qu'on savait qu'à la rentrée, ça allait. Ouais. Et ça a recommencé très vite en août. À ce moment-là, il y a un gouvernement de salut national. À cette époque-là, je ne sais plus. Oui, peut-être déjà. Juillet, ouais, vous mettez dans le livre. Pareil, on n'y croit pas. Enfin, c'est un gouvernement un peu fantoche. Fantoche, oui, un peu fantoche, parce qu'on essaye... En fait, ce qui arrive, c'est que les chefs des milices eux-mêmes se retrouvent au gouvernement, comme d'ailleurs aujourd'hui. C'est la même chose. En fait, on est dans la même situation. C'est pas pour rien qu'il y a une révolte en ce moment au Liban. Voilà, c'est un peu... on s'est dit un consensus, on va mettre tout le monde ensemble, et voilà. Et on crée, à un moment donné, aussi des patrouilles intercommunautaires pour justement faire en sorte que ça se calme avec l'armée et tout ça.
Bon, mais tout ça, c'était on achetait du temps à l'époque. Voilà. Et on savait très bien qu'à la rentrée, ça allait repartir de plus belle. Et c'est ce qu'on voit effectivement. Il y a fin août, septembre, assassinat, massacre, et là, hop, c'est reparti. C'est reparti de plus belle. Et à partir de là, on voit que la famille Nagar est un peu plus concernée par les combats. Il y a par exemple des accrochages dans la rue en bas de chez eux, il y a une boutique qui explose juste à côté. Ça, c'est aussi ce que vous avez vécu. Il y a un peu plus là, rentrée 75, il commence à... Oui, l'automne. Ah oui, ça se rapproche. En fait, l'idée, c'est vrai que dans l'album, plus on approche dans la deuxième partie de l'album, notre espace se restreint de plus en plus. Voilà, on sort de moins en moins, on reste vraiment plus dans le quartier, on ne va pas très loin. On n'a pas de pénurie, on n'a pas vraiment vécu de grosses pénuries, il me semble pas. Il y avait l'histoire du but à gaz, ça, oui, l'eau, hein, mais pas de grosses pénuries, nous, à ce moment-là. Même en termes d'alimentation, je pense que ça allait. Parce qu'à l'ouest, ça circulait plus qu'à... Ou je sais pas, à ce moment-là, pendant la guerre, il n'y a jamais eu il n'y a pas eu de siège. Enfin, oui, il y a eu des villes qui ont subi des sièges. Ouais. Mais Beyrouth, non, parce que les Beyrouth étaient, comme c'était une partie, l'Est et l'Ouest, voilà, chacune avait quand même il y avait de façon de garder quand même d'approvisionnement, ouais, de garder un système d'approvisionnement, et même ils trafiquaient l'un avec l'autre. Hein. Souvent de l'Est à l'Ouest, ça se trafiquait. Hein. Il y avait quand il y avait de l'argent à se faire, voilà. Peu importe la confession. Bah oui, parce qu'évidemment, la guerre, il y a une économie de guerre qui s'installe. Et d'ailleurs, pendant la guerre, l'économie tenait bon, pas si mal. C'est après la guerre que ça s'est moins bien passé. Voilà. Et d'ailleurs, vous parlez de l'espace qui se restreint. Effectivement, dans l'album, on voit bien que là, c'est quand il y a un trajet à faire, il y a de l'inquiétude. Est-ce qu'il va revenir Là, ça pouvait être très tendu. Oui, on n'allait pas très loin. Oui, on ne pouvait pas aller très loin. Non, ça c'était clair, on n'allait pas s'aventurer. Alors quand il a fallu, quand on a décidé de partir, il a fallu prendre les moyens, voilà, les moyens techniques, je veux dire, enfin les moyens matériels, voilà, pour pouvoir partir. Et donc il fallait récupérer tous les visas, les papiers, les passeports, les billets, voilà, les billets. À l'époque, c'était pas par Internet, hein. Voilà, c'était un peu plus compliqué. D'ailleurs, on le voit dans l'album, il faut aller un peu pour les visas, il faut aller à l'ambassade de France. Et alors là, c'est une épopée parce qu'il faut y aller. Et puis une fois là-bas, on peut se prendre des tirs. Enfin, c'est le siège, c'est à Alamo là. Oui, ça c'était pas mal. Oui, ça c'est une histoire qu'on enfin moi j'y étais pas, mais c'est mon père qui est allé. C'est le père, mon père qui est allé. Ouais. Mon père qui est allé pour ça. C'était une de ces très mauvaises expériences, celle-ci. Puis après aussi pour appeler en France pour pouvoir avoir les billets. Pour récupérer les billets, parce que mon père, je pense qu'on n'avait plus un rond à ce moment-là. C'est pour ça aussi qu'on est parti, qu'on n'avait plus un rond. Hein. La librairie, je l'ai fait, il la vend dans l'album 2, mais en fait, elle n'existait plus. Mon père n'avait quasiment plus de revenus. Hein. Il travaillait dans un journal à ce moment-là, il était journaliste, il travaillait dans un journal. Il s'occupait des pages culturelles. Alors la culture, à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose. Le journal ne tenait plus qu'un. C'était un feuillet en fait. C'était un feuillet où il y avait la liste des morts de la journée, quoi, à peu près. Donc évidemment, il n'avait plus de revenus. Et il travaillait pour cet éditeur français pour lequel il faisait des livres touristiques. Voilà. Donc il y avait vraiment un problème de ressources. On commençait à ne plus avoir de ressources. Et on ne voyait pas comment est-ce qu'on pouvait rester. Et donc il y a l'épisode de l'ambassade de France où effectivement il manque de se faire tuer tout simplement par des tirs. Et alors il y a un autre épisode un peu surréaliste aussi, c'est le baptême de Nino. Le baptême de Nino, c'est dans l'église, il y a des bombardements autour. Enfin c'est réel ça. Ça c'est réel. Ouais, ça c'est vraiment réel. Ça j'y étais. Ça je m'en souviendrai longtemps. Cet épisode assez absurde. Ouais. Oui, effectivement, c'était Diane, donc cette femme qui habitait chez nous, une grande amie, qui voulait à tout prix baptiser son fils, quoi. Et on lui disait, mais laisse tomber, c'est pas possible. Qui avait pas 3 mois. Non, il avait quel âge? Il avait 3 ans, je crois, à cette époque-là, je crois. Et non, il faut y aller, on va le faire. Et on est parti vraiment. Encore, quand on s'est rendu jusqu'à l'église, ça allait. Mais c'est à ce moment où on était à l'église que là, ça tapait de tous les côtés. Et on
on s'est taillé, mais vraiment abrégé. tout ça pour... Oh, on a abrégé. Oui, oui, c'était une expérience assez drôle, en même temps vraiment assez paniquante. Ouais. Alors, vous parliez des quartiers, quartier ouest. C'est à cette époque-là aussi on voit que les populations se répartissent par quartier suivant les confessions, que les chrétiens émigrent à l'est. Ouais. Donc là, ça y est, c'est encore plus compartimenté. C'est là que les camps les camps se dessinent, en fait. Le Beyrouth, le territoire commence à se découper effectivement par communauté. Oui, clairement. Moi, j'ai des amis qui sont restés quand même à l'ouest, je crois, mais à un moment donné, ils sont passés à l'est. C'était trop possible de rester. C'était trop dangereux. Ouais, c'était trop dangereux. Alors, même si notre quartier à nous est assez mélangé, mais je pense qu'on ne se. Puis la guerre a continué, puisqu'elle a continué évidemment 15 ans, c'était plus possible. Non, c'était plus possible. Il fallait. D'ailleurs, les zones mixtes ont été les zones les plus meurtries, hein. Dans la montagne notamment, dans le Chouf ou dans certaines régions où il y avait des villages qui étaient mixtes. Il y a eu des combats dans les montagnes, vraiment de village en village. Ce sont les pires combats. Ça, c'est l'horreur la plus terrible parce que ce sont vraiment les voisins qui tapent dessus, et c'est en pleine montagne, dans des combats très arides. Ça, effectivement, assez vite, les camps se constituent par appartenance religieuse ou politique. Ça dépend, ouais. Et donc, effectivement, alors vous avez parlé du problème financier et puis des combats. Et donc, c'est autour de la famille Nagar de partir pour la France. Donc, second exil après l'Égypte. Encore une fois, alors vous ne l'avez pas connu, enfin, vous ne trop jeune, ouais. Vous souvenez pas, mais pour vos parents, c'est encore comment ils ressentent ça? C'est un échec, il y a une forme d'amertume. fatalité, Il y a une forme d'amertume quand même. Ouais. Ouais. Ma mère, je pense qu'elle la gardait toujours, cette forme d'amertume par rapport au Liban, en disant que tout ce que le Liban lui a enlevé, en fait. Ouais. Je pense. Il y avait ici une histoire de mentalité qui était très différente. Entre l'Égypte et le Liban, c'est vraiment deux mondes. C'est vraiment pas du tout le même pays. Du tout. Donc, effectivement, surtout que mes parents commençaient à être âgés à ce moment-là. Enfin, ils sont quarantaine, cinquantaine déjà. Donc il faut repartir avec trois mômes. Voilà, mon frère avait à l'époque, je pense, il devait avoir 18, 19 ans. Voilà, ma soeur 17, voilà, moi 15. Donc voilà, c'est vrai, il fallait repartir de nouveau en ne sachant pas ce qu'on allait devenir. On ne savait rien. D'ailleurs, quand on est parti, on se disait on va peut-être partir 3 mois et on reviendra. Ouais, c'était temporaire. On est parti avec une valise, c'est tout, chacun. En disant, bon, peut-être qu'on revient, peut-être qu'on ne revient pas. On ne savait pas. Et assez vite, on a compris qu'on ne reviendrait pas. Il y a eu l'invasion syrienne juste après, quand on était à Paris. Et là, on s'est dit, bon, non, je ne pense pas qu'on va revenir. L'année 76 a été une année terrible, quoi. Et alors, dans le livre, les adieux sont déchirants, mais bon, voilà, c'est bien normal parce que c'est quoi, c'est 12 ans de votre vie, ouais, à peu près, ouais, 11 ans ouais. Avec tous les copains, toutes les. Et alors, l'adieu qui est pas le moins déchirant, c'est l'adieu à Charlie, ouais, bien sûr. Chien. Bah oui. Et ça, c'est la réalité aussi, c'est ce qui s'est passé. Ouais, ouais. Et vous ne l'avez pas laissé dans la rue, hein, mais quand même, vous l'avez laissé on laissé avec. Il y a Diane qui l'a, voilà, notre ami Diane. Mais ouais. Vous êtes parti sans le petit chien parce que c'était pas possible de. Non, ça nous a paru voilà, assez impossible de le prendre, ouais, effectivement. Donc on l'a laissé sur place. Et ça nous a toujours un peu, toujours pensé à lui, en fait. On a jamais pensé pour lui, voilà. Pour dire que lui, bon, on le gardait en arrière. Mais voilà, Diane a dit, oh, je vais m'en occuper, ça va. Et en fait, il s'est fait kidnapper en plus, le chien, après. Ouais. Donc, il s'est fait élever. Non, on ne le voit pas dans l'album, mais il a, voilà, elle l'avait confié à quelqu'un et voilà, il a été enlevé. Voilà. Donc, vous ne savez pas ce qui lui est arrivé après. Non, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Sa trace au pauvre Charlie. Mais c'est vrai que tous ces adieux-là, je trouve que c'est vraiment bien réussi dans l'album parce qu'on arrive à la fin et on ressent la même chose, ce départ-là qui... D'abord assez brusque, oui, assez brusque. Pas préparé, enfin non. préparé parce qu'il fallait les visas, tout ça, mais
contraints. Et on a vraiment envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui sont restés. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ouais, mes amis, en fait, s'il y avait eu un troisième épisode, voilà, ça se serait passé à Paris. Et c'est là, en fait, que la plupart de ces... on se retrouve tous à Paris, en fait. Toute cette bande-là, entre autres, on se retrouve tous à Paris, ou même dans l'Oise, sur une ferme, chez des amis. Mes copains d'enfance aussi sont à Paris, à ce moment-là. On vit des choses super à Paris pendant cette période-là. Et donc, certains restent. Nous, après, on va aller au Canada. Mes copains, la plupart restent sur place. Il y en a qui rentrent à l'université, à la fac, tout ça. D'autres retournent. Il y en a un qui retourne. Je ne sais pas, je n'ai jamais compris pourquoi il est retourné, mais enfin, il est retourné. Donc, des gens aussi qui avaient des possessions, qui étaient propriétaires que ce soit de maisons ou de commerce ou d'industrie. Enfin, l'industrie, il n'y avait pas beaucoup au Liban, mais enfin, ceux qui avaient des entreprises retournaient quand même pour faire fonctionner, pour garder peut-être en vie ou vendre. Ou, voilà. Ouais. Donc, ils étaient obligés de revenir. Souvent, la famille, le père de famille retournait là-bas, régler des affaires, revenait. Il y a eu souvent des allers-retours comme ça. Ceux qui sont restés souvent en Europe, ça a été le cas. Parce qu'ils étaient plus ou moins pas très loin. Moi, mes copains, la plupart, il y en a qui sont restés en Europe. Oui, il y en a pour un. Un autre aussi qui est revenu en Europe après pendant la guerre. Il est reparti. C'était trop dur. Il a vécu 10 ans à Paris et il est reparti. Donc, il y a eu, voilà, les gens... il n'y a jamais eu de départ définitif, sauf dans notre cas, oui. Nous, quand on est allé au Canada, oui. Moi, il a fallu 15 ans plus tard pour retourner la première fois. À la fin de la guerre, je suis retourné la première fois. D'autres allaient et venaient. Moi, non. Nous, on était trop loin et quelque part, on n'avait pas de raison d'y aller. Et de toute façon, c'est très dangereux. Alors, l'album se termine sur un... Je vais pas en dire trop, mais sur un document, enfin, une photo d'époque, qui est assez, enfin, qui termine de manière très surprenante d'ailleurs, parce qu'on ne s'attend pas à tout ça, qui clôt un petit peu cet épisode de la guerre du Liban avec déjà le départ, peut-être le départ massif d'une première vague de départ, on va dire. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience, ce moment de 2 ans, même pas un an et demi. Ouais. Ce que je raconte en fait la période que je couvre. Ouais. Ah, moi, c'est sûr que ce sont des moments très fondateurs, en fait. Voilà, on en reste marqué, je pense, toujours, même si ce n'est pas un traumatisme, parce que dans notre cas, on n'a pas eu directement, je veux dire, on n'a pas été affecté vraiment de façon directe. C'est sûr que dès qu'on est affecté, comme je vous disais tout à l'heure, par le sang, enfin par le sang versé directement, c'est autre chose. C'est une autre. C'est pour ça que les albums que j'ai écrits sont faits avec des doses d'humour, de certaines formes de légèreté et certaines formes d'ironie, voilà, un peu sarcastique même, voilà, parce que je l'aurais peut-être écrit différemment si on avait été plus atteint, en fait, véritablement. Ça aurait été peut-être plus amer, plus dur, plus sombre. Parce qu'on l'aurait vécu de façon sombre. Donc en fait, on a vécu autant dans la peur que, en même temps, on s'amusait aussi. On arrivait à s'amuser malgré tout. Et ce qui est assez formidable. Mais au Liban, il y a une joie de vivre quand même malgré tout. Au point que après-guerre, les gens ont dit « Ah, c'était quand même pas mal la guerre ». C'est fou. Parce qu'il y a eu beaucoup de solidarité aussi à travers ça. La guerre, ça crée des solidarités, ça crée un sens de cohésion. Enfin voilà, on vit ensemble beaucoup plus fortement et tout. Donc ça crée des liens très très forts. Et après, à la fin de la guerre, tout ça se délite. Et voilà, donc il y a effectivement, pendant la guerre, il y a c'est très ambivalent en fait, ce sentiment-là. Surtout qu'on est évidemment plus jeune. On capte quand même pas peut-être tout ce que ça veut dire, quoi. Même si j'étais assez sensible ou je comprenais après ce qui se jouait comme dans cette guerre,
malgré tout, non, je n'ai pas j'ai la perception d'un gamin de 15 ans quand même. Voilà. Et donc je retiens, je crois que c'est fondateur quand même, c'est très très fondateur sur une vision du monde. C'est-à-dire aussi une façon de relativiser les choses. Quand on est passé par ce genre d'épisode, je crois qu'après on comprend ce que ça veut dire être citoyen du monde, on comprend mieux ce que ça veut dire aussi l'exil, on comprend mieux ce que ça veut dire la difficulté de vivre en société, aussi peut-être de comprendre ce qu'on a et ce qu'on n'a pas, et par rapport à d'autres. Ça permet, je crois, enfin, je crois de bien comprendre le vrai drame des choses et que parfois certains drames n'en sont pas. Donc c'est vrai que je suis rattaché quand même beaucoup au Proche-Orient et que quelque part je le comprends, ce Proche-Orient, enfin je le comprends autant qu'on peut le comprendre. Donc fondamentalement, c'est vrai que ça m'a marqué aussi d'une autre façon les rapports entre l'Occident et l'Orient. Ça pour moi c'est tellement important sur malheureusement cette incompréhension et c'est le nombre d'erreurs aussi que l'Occident, l'Amérique, enfin maintenant les Russes, enfin tout le monde maintenant s'applique. Le nombre d'erreurs qu'on a fait au Proche-Orient, c'est pas possible, c'est monstrueux. Et c'est une région qui reste en plus explosive depuis la fin de la Première Guerre en fait. Oui. À peu près, on peut dire, voilà, c'est une région qui reste quand même explosive. Et pas seulement pour des questions de pétrole, c'est surtout des questions de géostratégie plus complexes que ça. Donc c'est vrai, oui, je pense que cette histoire m'a, en même temps, voilà, m'a sensibilisé effectivement au Proche-Orient, enfin m'a gardé en lien avec le Proche-Orient. Et en même temps aussi, cette vie malgré tout, ça aussi, c'est fondateur. Je crois que c'est fondateur malgré tout, c'est-à-dire on peut quand même, il y a quand même une certaine joie de vivre qu'il faut garder. Voilà. Ça, je pense que, ça nous permet vraiment de relativiser les choses. Bon, on va rester sur cette note positive. Voilà. Merci Bernard Boulade d'avoir parlé de la guerre des autres et à travers cette bande dessinée de la guerre du Liban. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro du Grand Oral de Cases d'Histoire qui sera certainement sur la Commune de Paris.